Que feriez-vous si un inconnu vous annonçait que quelqu'un veut votre mort? En novembre 2020, le producteur de podcast Carl Miller et le hacker éthique Chris Monteiro ont rejoint un appel vidéo avec Elena pour lui dire exactement cela, tandis que les deux hommes lui expliquaient que son nom, sa photo, son adresse et ses habitudes quotidiennes apparaissaient sur un site du dark web où l'on paie en bitcoin pour faire éliminer des gens. Elle traversait un divorce difficile et beaucoup d'argent était en jeu, de l'argent que son mari refusait de payer. La faire disparaître du paysage aurait permis de régler son problème de manière très pratique. Quelques mois plus tôt, Chris Monteiro avait appelé Carl Miller pour lui faire part d'une découverte. Il avait trouvé et exploité une faille de sécurité sur un site de tueurs à gages du dark web. Soudain, il pouvait voir tout ce que l'administrateur voyait, chaque message client, les photos des cibles, les notes sur leurs habitudes de vie et les paiements en bitcoin. Ce n'est ni un film, ni un mythe d'Internet. C'est une véritable liste noire. Chris et Carl ont alerté la police, mais ils ont été éconduits. Ils ont dû prendre les choses en main. Avec des vies humaines en jeu, la pression était immense. Nous allons plonger au cœur de cette liste. Que se passe-t-il réellement dans un Death Note du dark web? Et comment tout ce système s'est-il effondré? Chris Monteiro n'est pas le cliché du hacker en sweat à capuche qui vit dans son sous-sol. Le jour, c'est un gars tranquille qui bosse dans l'informatique à Londres. Mais la nuit, il a un passe-temps étrange, chercher des failles dans le dark web. Tout a commencé sur l'internet classique, avec une page de comparaison de tueurs à gages complètement loufoque qui classait les sites de meurtre comme s'il s'agissait d'offres d'hôtel. C'était louche, certes, mais aussi très efficace pour faire remonter un business du crime en haut des résultats des moteurs de recherche. Cela a attiré l'attention de Chris. Si quelqu'un avait construit une vitrine aussi voyante, c'est que le vrai business se cachait probablement derrière. Il a suivi les liens jusqu'à un site au look des années 90 qui promettait des services dignes de la mafia. Le formulaire de commande était on ne peut plus simple. Nom, adresse, photo, routine quotidienne, méthode préférée, puis un code QR pour le paiement. Et voilà, le contrat était passé. Chris était curieux. Est-ce que tout cela pouvait vraiment fonctionner? Il a fallu qu'il teste par lui-même. D'abord, il a passé un faux contrat sur Bob le bricoleur, le célèbre personnage de dessin animé, pour voir comment ça se passait côté acheteur. Cela l'a mené directement sur la messagerie privée du site. Il a alors remarqué que le message avait un numéro d'identification. En changeant ce numéro de +1, paf! Il est tombé sur le fil de discussion de quelqu'un d'autre. Chris pouvait désormais accéder à toutes les conversations du site. Il a pondu un petit script en Python pour faire défiler les identifiants et récupérer chaque conversation, chaque nom, photo, routine et reçu de transfert de Bitcoin. L'étape suivante a été d'ouvrir les répertoires du serveur. De là, il a testé les formulaires, ouvert une fenêtre de commande secrète et pris le contrôle. Chris a continué jusqu'à ce qu'il possède pratiquement le site web et en a cartographié toute l'organisation. Les commandes affluaient de partout. Amsterdam, 2000 $ pour une exécution directe. Paris, 1000 $ pour incendier un appartement. Slovaquie, 14 000 $ pour abattre quelqu'un. Certains acheteurs envoyaient juste 2 lignes. Nom, adresse, faites passer ça pour un cambriolage. D'autres livraient des comptes rendus glaçants, le trajet de l'école, les plaques d'immatriculation, les horaires de sport. Et même, le meilleur jour, c'est le dimanche. À chaque fois que quelqu'un payait pour un contrat, l'administrateur répondait en inventant un nouveau problème. L'arme a été perdue, la cible est protégée. Il nous faut une meilleure équipe. Puis, il demandait plus de bitcoin. C'était une simple technique de vente incitative. Faire croire que c'est plus dur pour facturer plus cher. C'est à ce moment-là que Chris a appelé le journaliste Carl Miller. Il avait maintenant les preuves en main et il devait décider de la marche à suivre. Tous deux se sentaient complètement incompétents face à cette situation. C'étaient des amateurs qui n'avaient aucune idée de la manière de gérer une liste de cibles à abattre. Alors, ils ont fait ce que n'importe qui aurait fait. Ils ont appelé la police. La réponse fut pour le moins timide. La Metropolitan Police a transmis l'affaire à Interpol, qui était censé faire suivre l'information aux polices locales concernées. Mais les autorités ne pouvaient pas certifier avec certitude qu'il n'y avait aucun vrai tueur à gages derrière tout ça. Elles en ont conclu qu'il s'agissait simplement d'une affaire d'arnaqueurs professionnels. Pourtant, les acheteurs, eux, étaient un peu plus sérieux. Et si l'un d'eux finissait par trouver un vrai tueur ou décidait de passer à l'acte lui-même, Carl et Chris ont donc décidé de contacter les cibles eux-mêmes. Ce qu'ils allaient découvrir était effarant. Même si le site ressemble à une arnaque, le danger restait bien réel pour les victimes. Et ce n'était pas qu'une simple hypothèse. Avant cette enquête, en 2016, Amy Allwine, une femme du Minnesota, a été assassinée par son mari, Stephen Allwine, un conseiller paroissial, après que celui-ci a tenté sans succès de commander son exécution sur ce même site de tueurs du dark web. Sachant ce qui était arrivé à Amy Allwine, Chris et Carl devaient agir.
D'abord, avec l'aide d'un psychologue, ils ont mis au point un court message d'avertissement. Puis, ils ont commencé à appeler les cibles une par une. On a des informations fiables selon lesquelles quelqu'un essaie de vous faire tuer. Rappelle plus jamais sur mon téléphone, mon gars. Oui, monsieur. On est pourtant certain que quelqu'un a mis un contrat sur votre tête. Arrête tes conneries, salaud. Annoncer à quelqu'un qu'un contrat a été mis sur sa tête sur le dark web ressemblait à une mauvaise blague. Ils ont donc changé de tactique. L'idée était d'arrêter les appels à froid et de passer par des intermédiaires locaux de confiance. Ils ont recruté des journalistes dans chaque pays, des gens capables de montrer une carte de presse et de dire « Il faut que vous écoutiez ceci ». Le premier test sur le terrain a eu lieu à Zurich. La commande concernant Elena était marquée comme urgente et une grosse somme en bitcoins avait déjà été transférée. Son adresse complète figurait sur le formulaire, alors le journaliste local s'est rendu sur place et a frappé. 5 minutes ont passé, puis 10, puis 15. Finalement, Elena a répondu, prudente mais calme, et a accepté de rejoindre un appel Zoom avec Karl. À l'écran, elle ressemblait exactement à la photo de la commande. Karl a alors prononcé la phrase qu'ils avaient répétée. « Nous avons trouvé votre nom sur un site du dark web où des gens payent pour faire tuer d'autres personnes. » Je suis pas vraiment surprise. Je traverse un divorce difficile. Ça dure depuis 3 ans. Il y a beaucoup d'argent en jeu et mon mari ne veut pas payer. Cet appel à Zurich est devenu leur modèle. Frapper aux portes, vérifier l'identité, prévenir la cible de vive voix et agir vite, car ces commandes n'avaient rien d'hypothétique. Au cours des mois qui ont suivi, ils ont contacté un poissonnier du nord de l'Espagne qui était visé sur le site. Un homme dans le Wisconsin, en plein conflit pour la garde de ses enfants, qui soupçonnait son ex-femme d'avoir commandé le contrat. Une femme dans l'État de Washington, cible d'une tentative d'enlèvement par son mari. Karl et Chris sont passés de simples appels anonymes à une réalité concrète, transformant un tableau Excel de noms en personnes réellement averties et, dans certains cas, protégées. Pourtant, aucune agence ne voulait encore reprendre l'intégralité de l'enquête. Alors, comment cette liste de la mort a-t-elle fini par tomber ? À mesure que la liste s'allongeait, un scénario récurrent s'est installé. Les enquêteurs arrivaient d'abord sceptiques, puis se redressaient sur leurs chaises en voyant les preuves. Quand les autorités ont enfin bougé, elles ont frappé fort. Les suspects identifiés sur le site ont été interpellés pour interrogatoire et très vite, les arrestations ont commencé. En Suisse, le mari d'Elena a été arrêté après que la police a découvert qu'il louait une chambre secrète juste à côté de l'appartement de sa femme, remplie de serflex et de balises GPS. Dans le Wisconsin, Kelly Harper, une administratrice d'hôpital qui s'était connectée au site pour commander l'assassinat de son ex, a été arrêtée. Dans l'Utah, Christopher Pence, un technicien en sécurité chez Microsoft, a été inculpé après avoir payé pour faire tuer ses propres enfants. Dans l'État de Washington, le docteur Ronald Hilg, qui avait tenté de faire enlever une femme pour la rendre de force héroïnomane, a été piégé avec son identifiant et son mot de passe du Darknet, littéralement écrit sur un post-it dans son coffre-fort. Au total, l'équipe a transmis 175 commandes payées à travers le monde. Celles-ci ont mené à plus de 30 arrestations et presque autant de condamnations. Une fois les premiers jugements rendus, les tribunaux n'ont pas hésité à retenir des chefs d'accusation lourds, incluant l'association de malfaiteurs, le harcèlement aggravé et des circonstances aggravantes pour violences domestiques. Pendant ce temps, la plateforme elle-même était démantelée. Après la collecte des données et le début des signalements, les forces de l'ordre de plusieurs pays ont lancé des actions coordonnées. En Roumanie, une vague de perquisitions a frappé le groupe soupçonné d'être derrière l'opération. C'étaient des cybercriminels, excellents en marketing, mais médiocre en cybersécurité. Peu après ces raids, l'accès au site a disparu et l'équipe a été définitivement déconnectée. Un individu connu sous le pseudonyme Dura, il a cessé toute activité après les interventions en Roumanie. Jura, the administrator. Well, there was a series of raids in Romania at the end of 2022. They never reached a courtroom. We don't know what happened. But shortly after these raids, which was a combination of DHS and Romanian counterterrorism, we were locked out of the site. Il existe encore des plateformes qui vendent des armes, des données volées, des faux papiers et les pires contenus illégaux que l'on puisse imaginer. Mais le plus flippant dans cette histoire, c'est que les gens qui passaient ces commandes n'étaient pas des méchants de cinéma. Une employée d'hôpital, un informaticien, un médecin, des gens dont on ne soupçonnerait jamais qu'ils puissent commander un meurtre. When I first started doing this, I thought the kinds of cases were going to be to do with maybe organized crime, big drug deals gone awry. And I think the reality is somewhat more unsettling. The people on this list, the kill list, and the people that put them there are normal people.
They have jobs, they have friends. They go about living their lives just like you and I. We might all be just a little bit closer to being on a kill list, we might like to think.